Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui frôle la science-fiction, de l'électricité gratuite et infinie tirée directement du vide. Mythe ou réalité? On va tenter de démêler le vrai du faux sur ce qu'on appelle l'énergie du point zéro. En effet, on plonge pas mal creux dans la physique quantique pour parler de ce concept-là. L'énergie du point zéro, pour faire ça simple, c'est l'énergie qui resterait partout dans l'univers, même dans un vide absolu, à la température la plus froide possible. C'est comme l'énergie de fonte de l'espace lui-même. Et c'est exactement là que notre discussion commence. La grande question, c'est la suivante. Est-ce que cette énergie fondamentale représente, comme certains le prétendent, une source d'énergie propre, potentiellement illimitée, qui pourrait carrément transformer notre civilisation? Ou, à l'inverse, est-ce qu'on est face à une profonde méprise, un concept scientifique qui est bien réel, mais qui est mal interprété, puis qui est détourné pour alimenter le vieux rêve de la machine à énergie libre? Moi, de mon côté, je vais soutenir que l'énergie du point zéro, c'est un phénomène physique qui est avéré et que son potentiel comme source d'énergie est une avenue de recherche tout à fait légitime. Et moi, je vais argumenter que même si le concept est valide scientifiquement, l'interpréter comme une source d'énergie gratuite, c'est une impasse théorique, ça contredit des principes fondamentaux puis c'est appuyé par aucune expérience concluante. OK. Alors, commençons par la base. L'énergie du point zéro, c'est pas juste une théorie en l'air, là. C'est une conséquence directe de la mécanique quantique. Mais la preuve la plus frappante, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'effet Casimir. Un effet fascinant, ça je te l'accorde. Absolument. OK, imagine le vide non pas comme un grand rien, mais comme un océan qui bouillonne de vagues d'énergie de toutes les tailles qui apparaissent et disparaissent sans arrêt. Maintenant, place deux plaques de métal parfaitement lisses, très près l'une de l'autre dans cet océan-là. Seules les toutes petites vagues peuvent passer entre les plaques, alors que toutes les vagues, les grandes comme les petites, continuent de pousser de l'extérieur. Mais cette différence de pression, ça pousse les plaques l'une vers l'autre. Et cette force, on la mesure en laboratoire. C'est la preuve concrète que le vide peut exercer une force physique. Je vois parfaitement où tu vas en venir et la description est juste. L'effet Casimir est réel, il est mesurable et oui, il démontre que le vide quantique est dynamique. Mais c'est le saut entre il y a une force et on peut en tirer de l'énergie à l'infini qui pose un problème fondamental. Pourquoi donc? Si une force peut créer un déplacement, elle produit un travail. C'est la définition même de l'énergie en physique. C'est la porte d'entrée vers une application pratique, non? C'est un argument qui a l'air solide à première vue, par contre il oublie un détail crucial, la thermodynamique. D'accord, les plaques se rapprochent, on pourrait peut-être en extraire une quantité minuscule d'énergie. Mais après, le système est bloqué, là. Pour pouvoir répéter le processus, il faut écarter les plaques à nouveau. Et pour les écarter contre cette même force Casimir qui les attire, il faut dépenser de l'énergie. Et cette dépense serait supérieure au gain que tu as fait. Au mieux, elle serait égale. Dans la vraie vie, avec les pertes inévitables par friction ou autre, elle sera toujours supérieure. Fait que le bilan énergétique final est nul ou même négatif. On n'a rien créé. On a juste fait un cycle qui, au final, nous a coûté de l'énergie. C'est comme vouloir devenir riche en retirant l'argent de ton compte pour le redéposer tout de suite après. Je comprends l'objection, mais c'est une vision un peu statique du problème. L'innovation, c'est justement de trouver des systèmes qui n'auraient pas besoin d'être réinitialisés de cette façon. Et c'est là qu'interviennent des recherches plus audacieuses, comme le montre un brevet qui a été déposé pour une centrale à énergie du point zéro. Le document décrit un appareil assez complexe qui utilise des champs magnétiques et des bobines pour, en théorie, extraire cette énergie-là en continu. C'est un point important, ça, parce qu'elle nous amène au cœur du problème entre la science puis la pseudo-science. Le fait qu'un brevet existe, ça valide absolument pas le fonctionnement d'une invention. Un bureau des brevets, ça juge si une idée est nouvelle, pas si elle respecte les lois de la physique. Mais ça décrit quand même une démarche inventive, un mécanisme. Il parle de créer un vortex d'énergie de l'éther pour convertir des tachyons et des électrons mous. Oups, permets-moi de t'interrompre là-dessus. Les termes que tu viens de citer sont
extrêmement révélateur. En physique moderne, les mots éther ou tachyon, c'est des drapeaux rouges immédiats, là. L'éther, c'est un concept qui était abandonné il y a plus d'un siècle, et les tachyons, c'est des particules hypothétiques plus rapides que la lumière qui, si elles existaient, violeraient la causalité. Ce langage-là, c'est pas celui de l'innovation, c'est celui de la pseudo-science. Ça discrédite pas mal toute la proposition sur le plan technique d'André Dieu. Je te l'accorde, le vocabulaire peut paraître daté ou exotique, mais l'intention reste d'explorer une physique non conventionnelle pour arriver à un résultat. Et dans le monde réel, ces tentatives-là se soldent systématiquement par des échecs. On peut trouver plein de vidéos d'expérimentateurs qui essaient de construire des générateurs à énergie libre avec des aimants et des bobines inspirés par ce genre d'idées. Le résultat est toujours le même, une production d'énergie quasi nulle. Souvent, c'est l'expérimentateur lui-même qui conclut un peu dépité que, finalement, ça marche pas. Fait qu'on a d'un côté un principe théorique, l'effet Casimir, qui permet pas de gain net, et de l'autre, des tentatives pratiques qui échouent. C'est peut-être parce que nos théories elles-mêmes sont incomplètes. Et ça, c'est le point le plus troublant. La physique théorique elle-même, elle frappe un mur quand elle essaie de calculer la quantité totale d'énergie du vide. Si on additionne l'énergie de toutes les fluctuations quantiques possibles, on n'obtient pas un chiffre, on obtient l'infini. Exactement, c'est ce qu'on appelle la catastrophe du vide. Une densité d'énergie infinie partout, tout le temps. Or, si c'était le cas, la gravité de cette énergie aurait dû courber l'univers sur lui-même en une singularité dès le Big Bang. Clairement, il y a quelque chose qui cloche dans le calcul. Et est-ce que c'est pas justement la preuve que cette énergie est d'une magnitude qu'on peut même pas concevoir et donc potentiellement une ressource immense? Moi, j'y vois l'interprétation complètement inverse. Pour que leur théorie fonctionne et que leurs calculs correspondent à ce qu'on mesure en laboratoire, les physiciens doivent utiliser une technique qui s'appelle la renormalisation. Pour le dire simplement, c'est une espèce d'astuce comptable. Ils soustraient mathématiquement cet infini qui les dérange de leurs équations pour garder juste la petite partie variable qui produit des effets mesurables, comme l'effet Casimir. Une astuce comptable. Ça sonne un peu comme une façon de cacher la poussière sous le tapis. C'est une excellente analogie. Et le fait même que les physiciens doivent balayer cet infini sous le tapis pour que la théorie colle avec la réalité, ça suggère très fortement que cette énergie de fond n'est pas une ressource physique dans laquelle on peut puiser. C'est probablement un artefact de nos modèles mathématiques, une imperfection dans notre compréhension de l'univers, pas un réservoir d'énergie infinie. Je suis pas convaincu par ce raisonnement. On pourrait voir ce problème de façon totalement opposée. Le fait que la théorie prédise un infini pourrait justement indiquer un potentiel qui dépasse nos modèles actuels. La renormalisation, cette fameuse astuce, ne fait peut-être que masquer notre ignorance sur la vraie nature du vide et sur comment accéder à cette énergie fondamentale. L'échec de nos théories à la quantifier, ça ne prouve pas qu'elle n'existe pas comme ressource. C'est peut-être la limite de notre compréhension et non la limite de la réalité. Pour résumer ma position, la réalité scientifique de l'énergie du point zéro et de ses effets mesurables, comme l'effet Casimir, est incontestable. C'est un fait. Même si la technologie pour l'exploiter à grande échelle reste à réinventer, des propositions techniques, même si elles sont maladroites, comme le brevet qu'on a discuté, montrent que la recherche continue. Le débat entre les limites de nos théories actuelles et le potentiel d'une découverte future reste, à mon sens, entièrement ouvert. De mon côté, je conclus que le vide quantique est un milieu dynamique, vraiment fascinant, mais que les lois fondamentales de la physique, surtout la conservation de l'énergie, sont extraordinairement robustes. Tout indique que l'énergie du point zéro, c'est l'état d'énergie le plus bas d'un système, un plancher duquel on ne peut rien extraire. Les affirmations de générateurs d'énergie gratuite relèvent d'une mauvaise interprétation de concepts complexes et surtout ne sont soutenues par absolument aucune preuve expérimentale concluante à ce jour. Et c'est ce qui conclut notre discussion. Vous écoutiez le podcast de Philippe. Aidez-nous à atteindre 2000 abonnés et partagez notre émission.